On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. À Saint-Jacques-le-Mineur, le vigneron Yvan Quirion va doubler sa production, investissement de 5 millions au domaine Saint-Jacques. Mais d'abord, le ministre Navdeep Bains était en visite à Saint-Jean-sur-Richelieu il y a quelques jours. On en discute à l'instant avec le député fédéral Jean Rioux. Le ministre fédéral de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, Navdeep Bains, était de passage la semaine dernière à Saint-Jean-sur-Richelieu, au Collège militaire royal de Saint-Jean, pour rencontrer, entre autres, des gens d'affaires, des gens de la communauté. Avec nous pour discuter de cette visite quand même fort importante, le député fédéral de Saint-Jean, Jean Rioux. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Évidemment, quand on fait venir un ministre, bon, il y a toujours une certaine forme de logistique, de coordination. Des fois, c'est un petit peu compliqué. Il faut créer l'événement et tout ça. Mais en même temps, on parle d'innovation, de sciences, de développement économique, ce qui est cher, évidemment, à la région ici. Expliquez-nous peut-être un peu les circonstances qui ont fait en sorte que vous avez réussi à amener le ministre Bains ici, dans le comté de Saint-Jean. Bon, principalement, il y avait un dossier avec lequel le caucus du Québec entretenait régulièrement le ministre. C'est le financement des CAE, des centres d'aide aux entreprises. Et on avait aussi un autre dossier important dans la région qui était le développement d'une grappe de la défense. Donc, le ministre, après plusieurs demandes d'avoir sa présence, venir rencontrer principalement les gens des CAE, m'a dit avant de partir, avant les fêtes, je vais aller te voir au mois de janvier. Et donc, ça a été un homme d'honneur qui est venu nous rencontrer. Et ce qui a été intéressant dans cette rencontre-là, c'est que le ministre a été accueilli par la Chambre de commerce, le Conseil économique et aussi les CAE, ainsi que sur mon invitation. Donc, on a fait la rencontre, je pourrais dire, en 3 étapes. Une première étape qui a été de rencontrer les CAE de la Montérégie et qui étaient accompagnés aussi de leurs députés. Puis on a eu même la chance d'avoir le secrétaire parlementaire du ministre qui était présent, M. Lametti. Donc, ils ont pu s'entretenir et expliquer comment ces centres-là favorisent l'innovation et le démarrage de nouvelles entreprises. Sauf que ils ont été bien financés. Depuis 3 ans, on leur a accordé un montant de presque, c'est un demi-million ici, juste pour celui de Saint-Jean. Mais c'est au niveau de la capitalisation. Les CAE ont été très dynamiques. Exemple, développement, les 3 incubateurs qui ont été construits, 2 à Iberville, 1 à l'aéroport. On a un centre d'innovation aussi à l'incubateur à l'aéroport. On fait du mentorat, du tutorat. Donc, beaucoup d'activités qu'ils font. Donc, il manque de fonds pour aider le démarrage de nouvelles entreprises. Donc, ils ont pu témoigner au ministre de l'importance de cet outil de développement à l'ensemble du Canada. Des centres d'aide aux entreprises. Donc, je pense que le ministre a pris le temps de se déplacer en sachant que c'était l'une de nos principales préoccupations. L'autre dossier où il a rencontré le Conseil économique, c'est que dans la région, on sait qu'on est une ville garnison. Nous avons le collège militaire et nouvellement avec la formation universitaire qui revient, on a la garnison et en plus de ça, une quinzaine d'entreprises de la défense. Et on veut être le centre de développement au Québec de l'industrie de la défense et de la sécurité. Donc, on l'a sensibilisé à ce dossier-là pour nous accompagner dans cette démarche-là. Parce qu'on sait que présentement, on est dans un momentum très intéressant. Dans un premier temps, on a eu une nouvelle politique de la défense. Et dans cette politique-là, on annonce 1,6 milliard en innovation pour les 20 prochaines années. Et si vous me permettez, vous expliquer un peu comment ça va fonctionner, parce que ça va expliquer aussi l'ensemble de la stratégie du ministre de l'Innovation. Parce qu'elle se décline aussi à l'ensemble du pays, parce que certains pourraient y voir l'innovation au sens très large, au sens fédéral, mais c'est provincial, c'est local, c'est régional, donc ça descend un peu partout. Et ce que le ministre disait, c'est qu'autant ici qu'ailleurs, il va y avoir des impacts de ces investissements en innovation. Exact. Ça fait partie de notre plan. L'exemple que je veux vous présenter, c'est que si on se retrouve à avoir... L'armée a besoin d'un produit. Un produit qui n'existe pas. Elle demande à 3 entreprises, elle demande à des entreprises de présenter des projets, en choisit 3.
et à ce moment-là, vont être subventionnés pour créer ce produit-là. Celui qui va être choisi, règle générale, va avoir la chance d'être homologué par l'OTAN pour être vendu dans 28 pays. Et c'est ça qu'on veut faire, le ministre, à l'ensemble de l'innovation, à l'ensemble du pays. On sait que notre économie va bien. On a créé 700 000 emplois depuis notre élection. Taux de chômage du jamais vu à 5,7 depuis que Statistique Canada existe. On l'a fait en stimulant la consommation. On l'a fait avec un programme d'infrastructure de 180 milliards de dollars pour les 10 prochaines années. Et la troisième étape, c'est évidemment l'innovation. Et dans l'innovation, le ministre a parlé du grand projet, les super grappes. Bon, et ça, il faut l'expliquer un peu parce que parfois, les gens vont peut-être même se remémorer l'époque de Gérald Tremblay, qui était ministre du gouvernement Bourassa à l'époque. On parlait des grappes, les grappes industrielles et tout ça. Donc, c'est comme un concept un peu. Mais comment on peut l'expliquer pour que les gens comprennent bien qu'est-ce que c'est un super cluster en anglais, donc une super grappe, une grappe? C'est quoi l'impact dans une communauté comme la nôtre? Ça se découle comment? Bon, une super grappe, c'est de réunir ensemble l'entreprise privée, l'entreprise publique et le secteur éducatif, donc qui travaillent ensemble. Dans le cas des super grappes, il y a eu des appels d'offres. Il y a un certain nombre qui ont appliqué. Il y en a 9 qui ont été retenus et il y en a 5 qui vont être choisis. Présentement, dans les 9, il y a 2 super grappes qui viennent du Québec. Il y en a une, qui est notre secteur fort, l'intelligence artificielle, et l'autre qui touche le transport en général, l'aérospatiale, et ainsi de suite. Donc, qui pourrait être... Et là-dedans, on retrouve, il y a des fonds, il y a 950 millions de dollars qui vont être attribués à ces 5 grappes-là. Donc, ces projets-là vont être des projets, des leaders, des gens qui s'en vont vers l'avenir, qui vont représenter, qui vont créer les emplois de demain. Donc, en créant ces emplois-là et ces super grappes-là, c'est qu'on va faire travailler toutes les entreprises qui sont autour, qui ont des sous-traitants. Et une super grappe aussi importante, ça ne veut pas juste dire que si, exemple, que Montréal est choisi pour une super grappe, que ce soit l'intelligence artificielle, qui va juste avoir des contrats qui vont être donnés au Québec, il va en avoir qui vont être donnés partout à l'ensemble du Canada et possiblement aux États-Unis. On rassemble tous ces gens-là pour créer les emplois de demain. C'est beau avoir présentement une économie qui est florissante, mais il faut assurer aussi l'avenir pour demain, d'avoir les emplois, les nouveaux emplois dans des nouveaux secteurs. Bon, on parle d'innovation. Le ministre également est porteur du dossier des sciences, mais aussi du développement économique au sens large. On prend une région comme la nôtre. D'ailleurs, l'événement était aussi en collaboration avec Chambre de commerce, Conseil économique, les centres d'aide aux entreprises. Donc, tous des acteurs importants dans la communauté. Je sais que la mode est beaucoup au guichet unique. Hein? On en parle, de voir comment quelqu'un qui a une bonne idée, qui désire investir, parfois on ne sait pas trop à quelle porte on doit cogner. Est-ce que je m'en vais au Conseil économique? Est-ce que je m'en vais au CAE? Est-ce que je m'en vais à la BDC pour aller chercher du financement? Est-ce que je m'en vais dans une institution bancaire type régulière pour aller chercher du financement? Mais là, je n'aurai peut-être pas de financement à risque non plus. Bref, et donc les gens qui ont des bonnes idées, qu'on soit dans l'innovation ou même dans le développement économique au sens large, une région comme la nôtre, comment doit-elle fonctionner? Comment le gouvernement fédéral peut-il intervenir pour aider ces entreprises? Là-dessus, je pense qu'il y a eu un bon travail qui a été fait dans la région où les portes d'entrée sont assez claires. Le Conseil économique s'occupe principalement du secteur manufacturier. Chambre de commerce s'occupe des commerces. Et le CAE s'occupe des entreprises en démarrage. Et c'est là qu'on a besoin de capital de risque. Et surtout que les banques et les caisses se sont passablement retirées des petites entreprises. C'est un secteur qui a été délaissé et c'est pour ça que l'ensemble des députés du Québec, on pousse le ministre en disant il y a une place là, qui est importante pour les CAE. Il y a un manque dans le milieu de capitaux de risque. Et chose étonnante, moi je peux parler davantage du CAE ici, ayant déjà été vice-président du CAE, ce n'est pas un secteur où est-ce qu'on a des pertes.
c'est un secteur qui est dynamique. On pourrait penser que, vu que c'est du capital de risque, que le risque pour l'entreprise qui prête est élevé, mais on avait des bons rendements à travers ça. C'est sûr que souvent, des fois, les taux sont un peu plus élevés et ça balance et que ça permet finalement de pouvoir reprêter cet argent-là. Donc, on pense que c'est un outil important qu'on a besoin où est-ce que le fédéral a un rôle à jouer. Bon, parce que les CAE dépendent, grosso modo, du fédéral. Exactement, oui. Au niveau de leur financement. Oui, ils dépendent complètement du gouvernement fédéral. Bon, ici, le CAE, d'ailleurs, est un peu en transition parce qu'Édouard Bonaldo a dirigé les destinées du CAE là, au cours des 18 dernières années. Il passe un peu le flambeau à Mirette Thiani, là, donc, qui va prendre la relève, toujours présidée par Luc Guérin, qui est impliqué depuis plusieurs années. Et donc, toujours ce projet d'incubateur aussi à l'aéroport et projet de développement pour le CAE. Mais revenons aussi au secteur de la défense, parce qu'il est évidemment omniprésent dans la région. Et là aussi, comme vous l'avez dit, l'innovation peut être au service de la Défense nationale. Vous êtes aussi secrétaire parlementaire du ministère de la Défense nationale. Donc, il y a aussi un lien intéressant entre l'innovation, le développement économique et le monde de la défense. Exactement. On a, je pense, moi j'appelle une locomotive dans la région qui s'appelle Rheinmetall, qui est une des grandes entreprises de défense. C'est la 20e en importance au monde. Donc, je pense que le leadership peut amener à faire finalement, parce que c'est quoi un cluster? C'est que les gens travaillent ensemble, échangent, sous-traitent ensemble, mais il faut qu'il y ait des projets comme une locomotive en avant, et on l'a, celle-là. Et c'est reconnu aussi par le gouvernement provincial. Donc, tout semble être mis sur la table pour que le Haut-Richelieu et la Montérégie puissent devenir finalement la locomotive au niveau de l'industrie de la défense au Québec. Donc, je pense que la région travaille dans ce sens-là, et c'était le message qu'on voulait donner très clairement au ministre Bain lors de sa venue. Mais je présume même dans la tête du ministre, bon, vous avez beau le côtoyer à Ottawa ou une fois de temps en temps lui donner quelques trucs là, intéressants, mais le fait de venir ici, de rencontrer, de mieux comprendre, je suis profondément convaincu que le ministre qui retourne ensuite à Ottawa, quand vous lui parlez de Saint-Jean, vous lui parlez du Haut-Richelieu, de la défense, de la base, du collège, il y a comme il doit y avoir une meilleure compréhension du secteur. Là. Et en voit l'importance. Il y a une meilleure compréhension parce que les gens du CA ont pris le temps de lui expliquer. Après ça, le Conseil économique a parlé de l'importance de la défense. Et quand il voit toute une région qui travaille dans la même direction, et il faut dire qu'il y avait aussi, comme je disais, plusieurs députés qui étaient là. En fait, il y avait 3 secrétaires parlementaires, des députés qui étaient là, puis 150 personnes du milieu des affaires qui sont là puis qui disent, regardez, dans notre région. Puis le ministre, à un moment donné, m'a dit, tu as juste 2 projets que tu veux me présenter? J'ai dit oui. On a fait un consensus dans la région. On veut avoir de la capitalisation pour le CAE, puis on veut développer notre grappe de la défense et de sécurité. Quand tu arrives avec un message clair au ministre, déjà, on l'avait sensibilisé à Ottawa, puis ils sont dit ça, puis regarde, le monde qui sont ici, là, ils sont venus pour ces 2 projets-là dans le Haut-Richelieu. Donc, quand on a, je pense que ça, c'est un impact qui est important, et il faut dire qu'aussi, le ministre des Finances était venu avant les fêtes et avait rencontré la Chambre de commerce, et c'était le message principal, les 2 messages qu'on avait donnés au ministre des Finances, parce que, surtout pour les CAE, parce qu'il y a un budget qui s'en vient et on souhaite fortement. Et là-dessus, il faut dire qu'il y a un consensus du caucus du Québec, mais des autres caucus à l'ensemble du Canada, d'avoir un plus grand financement pour les centres d'aide aux entreprises. Jean Rioux, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Restez avec nous. Au retour, on vous parle d'un investissement majeur du côté de Saint-Jacques-le-Mineur. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, pour la première de 2018 de Sport Express, 100% boxe. Oui, avec Marc-André Gauthier et Jonathan Richard. Ne manquez pas ça.
dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Au retour des fêtes, quand j'ai ouvert mon journal Le Canada français dans l'édition du 4 janvier, je voyais cet article signé par Charles Poulain dans la section Économie. Investissement de 5 millions de dollars au domaine Saint-Jacques, on parle de Saint-Jacques-le-Mineur ici, où ce domaine va doubler sa production. On est dans la production de vin principalement. Avec nous pour en parler, Yvan Quirion, qui en est le propriétaire. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Ça m'a un peu surpris parce que moi, évidemment, je suis l'évolution de cette industrie depuis une trentaine d'années. Quand je commençais comme journaliste, Victor Dietrich, évidemment, a commencé un peu ses premières armes, 86, 88. Il y avait l'Orpailleur, il y en avait d'autres. Il y en avait 3, 4. Il y avait aussi Moreau, à Napierville. Ça commençait, puis là, il y avait un petit momentum qui s'est installé. Après ça, dans les années 90, c'était extrêmement difficile. On a eu l'impression même qu'il y a eu une espèce de passage à vide fin 90, début 2000. Là, on a l'impression qu'on est sur un autre genre de momentum. Et quand je rouvre le journal, je dis « Aïe, 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 ils vont investir 5 millions puis ils vont doubler leur production. » C'est parce que les choses doivent bien aller. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on est tout le temps été assez chanceux, le domaine Saint-Jacques, depuis... On a ouvert la boutique juste en mai 2008. On va fêter notre 10e anniversaire d'ouverture le 10 mai 2008. Mais on n'a rien envié à nulle part dans le monde au niveau des terroirs, au niveau du climat, au niveau de la période végétative. C'était nos 12 à 20 heures trop froid l'hiver, où est-ce qu'on a développé la technique de protection hivernale. Victor Dietrich et Charles-Henri, c'est surtout Charles-Henri qui a développé la technique de butage. Moi, je trouvais que c'était trop d'ouvrage. Ah, c'était de l'ouvrage, ça, l'histoire des C'est butages, encore de là. l'ouvrage. Charles-Henri fait encore ça. Moi, j'en revenais pas. Et je suis ingénieur civil, j'ai été élevé dans l'excavation, donc j'ai travaillé beaucoup avec les géotextiles et j'ai développé cette technique-là qu'on a actuellement par Mike Aupervenche qui utilisait le géotextile, mais juste pour tenir sa paille. Il couchait ses vignes, c'était un non-sens. Et un collègue de génie qui a la pépinière à la prairie, chez Botanique Sandrine, me disait « Essaye le géotextile. » Lui, il couvrait ses plantes tropicales avec ça. Et là, j'ai commencé à faire du R&D là-dessus en 2006. Et tout a brillé à partir de 2009. Et là, on est rendu à 100 km de géotextile qu'on met à chaque automne puis qu'on enlève à chaque printemps. Et ça fait en sorte qu'on produit le bourgeon primaire. Donc, la période végétative, on a plus de 200 jours sans gel. Ouais. Les gens sont en mesure de le constater. Du 15 avril au 30 octobre, il n'y a pas de gel. Mais malheureusement, janvier, il pleut tout le temps en janvier, autour du 10. Mais on a 200 jours sans gel, donc c'est plus de période végétative que les fameux Barolo ou la Bourgogne. Donc, si notre région n'a rien à envier à d'autres régions qui produisent beaucoup de vin dans le monde, mais encore faut-il qu'il y ait une clientèle pour les consommer, ces vins-là. Oui. Et ce que vous disiez, notamment dans cet article de Charles dans le journal, un peu l'impact des milléniaux. Pourtant, on parle beaucoup des boomers, des X, des Y. Là, vous nous parlez des milléniaux. Vous parlez de ces gens qui ont 35 ans et moins et qui, visiblement, ont un impact sur votre industrie. Pourquoi? Bien, je ne suis pas sociologue, je suis juste vigneron. Mais ce qu'on observe, c'est que les plus de 35 ans, la vaste majorité, donc plus de 80 de... Et je dirais, plus c'est plus vieux, plus le pourcentage est élevé. Je vais le dire, on dirait qu'ils prennent un malin plaisir à ne pas aimer les vins du Québec. Ils veulent les détester. Je ne sais pas pourquoi. Il y en a qui expliquent des histoires passées, mais ça fait 25 ans. Ils n'ont pas goûté. Ouais. Donc, et les jeunes arrivent, les jeunes milléniaux, ils connaissent nos cépages, ils sont chauvins, donc ils apprécient les produits locaux, ils connaissent notre histoire, ils nous suivent sur les réseaux sociaux, et ils deviennent des ambassadrices, des ambassadeurs à leur table, auprès de leurs parents, auprès de leurs oncles, leurs amis. Et ils partagent ça. Et ils ont une fierté et le feu dans les yeux de parler de nos cépages, d'aimer nos vins. Et pour nous, c'est
c'est les extrêmes, là. C'est vraiment... On est habitué de manger un coup de masse en pleine face, puis de se battre pour vendre nos vins aux plus vieux. Et les plus jeunes arrivent, puis ils vident nos caves de vin. Donc, si le domaine Saint-Jacques va célébrer son 10e anniversaire, et là, vous arrivez à la croisée des chemins, vous dites, là, on va doubler notre production, on va investir 5 millions. À quel moment cette idée de projet vous a trotté dans la tête jusqu'au point là, de l'exécuter, là, ces jours-ci? Ça n'a pas trotté, c'est venu de soi. On a commencé avec 20 000 bouteilles avec le millésime 2007, qu'on a commencé à vendre en 2008. Je me demandais comment je ferais pour vendre ça. Honnêtement, je trouvais que c'était énorme. Mais il faut se remettre en perspective. On est un des plus gros marchés per capita au monde au Québec et on est le plus petit pays qui vend chez nous, même si on est local. Oui, je sais. Ouais. C'est unique au monde. L'anti-chauvinisme québécois qu'on voit, c'est assez unique au monde. Je voyage beaucoup dans le monde. L'instinct de base de survie, c'est du chauvinisme. Donc, il faut que tu aies confiance en ce qui se fait chez vous. Moi, j'ai vu des choses. En Suisse, il y a le fameux Chasselas, qui est un cépage. C'est pas extraordinaire. Tous nos Blancs au Québec battent ça en masse, là. Ils sont tellement fiers qu'ils vident les caves tout le temps, depuis des décennies. Ouais. Mais c'est normal, c'est leur terroir. Ce réflexe-là n'est pas implanté ici. Je veux dire, nous, quand on rentre à la SAQ, je connais pas beaucoup de gens qui rentrent à la SAQ et disent « Hey, là, je rentre à la SAQ pour m'acheter des vins québécois. » Non. C'est pas dans le... Mais tu vas être au restaurant, le restaurateur va te proposer dans sa « Hey, on a 3-4 vins québécois. » Peut-être que tu vas te laisser tenter au resto, mais pas encore ce réflexe d'aller à la SAQ pour en acheter. À moins de passer devant chez vous puis d'arrêter puis d'en acheter. Oui, mais ça, c'est une fois aux 3 ans. Ouais. Nous autres, assez chanceux encore là, on a une clientèle régulière qui achète à la caisse. Nous autres, on vend beaucoup plus à la caisse qu'à la bouteille. Ah, ouais. Donc, on est obligé d'instaurer. J'avais vu une annonce de Renault Dépôt, 13 à la caisse, 13 à la Nous autres, c'est douzaine. 13 à la caisse. C'est pas ça qui fait vendre, c'est que j'étais gêné tellement on vendait à la caisse. Nous autres, le panier client chez nous, moyen, est plus de 12 bouteilles par transaction. Donc, on a toujours été chanceux. Et c'est d'année en année, la demande, on est en rupture de stock 4 mois, 5 mois, 6 mois. Et là, donc, en 2017, vous avez dit quoi? Vous avez sorti 20 000 bouteilles? Non. 10 000 caisses? En 2007, 7. 20 000 bouteilles. 2017, 120 000 bouteilles, 10 000 caisses. 121 000 bouteilles qu'on a produites. Puis là, vous pensez être capable d'en produire jusqu'à quoi? 240 000 par année? On va monter à 20 000 caisses par année, oui. Avec ce qu'on a, on a acheté une deuxième terre. Ça, 20 000 caisses par année, c'est 240 000 bouteilles, ça, là. Mais c'est rien. Sur 235 millions de bouteilles de vin, juste donner une idée, il y a beaucoup, beaucoup de vins, comme Kim Crawford est rentré ici de la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, c'était pas connu au Québec, là. Ils sont rentrés ici et 3 ans après, ils vendaient 70 000 caisses d'un vin. Un vin, 840 000 bouteilles. Est-ce que c'est plus exotique de dire « Hey, c'est un vin de la Nouvelle-Zélande » ? Bien, moi, je pense que c'est profond. On a un complexe... Je ne suis pas sociologue, mais je pense qu'on a un complexe identitaire et les jeunes sont en train de nous monter très rapidement, de nous montrer ce que c'est le chauvinisme, ce que c'est d'être fier de ces produits du terroir, puis de connaître la vraie histoire, aller en arrière dans les champs. Mais ce changement de mentalité, il est en train de s'opérer, entre autres, dans les fromages. Oui, les fromages d'ici, les fromages du Québec. Il y a comme une fierté maintenant d'acheter les fromages d'ici. Tout à fait. Donc, le changement, il s'est fait, là. Mais il doit se faire aussi chez du côté du vin. Mais les fromages, ils ont été chanceux, ils ont eu beaucoup d'argent pour faire de la promotion, ce qui n'est pas notre cas. Ça, c'est vrai. Sauf que ça nous aide. Veux pas un impact collatéral. Les fromagers sont nos meilleurs partenaires. Moi, j'apprécierais... Moi, je recommande, depuis le premier jour, sur mon étiquette, on a toujours recommandé d'accompagner nos vins avec les fromages du Québec. J'ai hâte que les fromagers aussi deviennent... Fassent la même chose. Fassent la même chose, de dire qu'ils recommandent les vins du Québec. Il y a des perles de produits un peu partout. Si vous avez vendu là, 120 000 bouteilles là, cette année... On ne l'a pas vendu, on l'a produit. Vous l'avez produit, mais vous avez confiance de le vendre. On a vendu 104 000 bouteilles l'année passée, puis on est en rupture de stock depuis 4 mois. Mais là, si vous doublez votre production, c'est donc que vous pensez être capable de vendre ça? Je le dis, j'essaie de le dire humblement, je produirais 1 million de bouteilles, je les vendrais toutes. Pourquoi? Il y a 235 millions de bouteilles de vin de marché, d'opportunités. Si tu travailles bien, travailler fort, ça va de soi. Tous les vignerons travaillent fort. Mais si tu travailles bien ton image, ta marque et le canal de vente et que tu couvres le Québec, les milléniaux vident nos caves. Donc, moi, j'étais en progression à SAQ de 60 par année depuis les 3 dernières années. Ah ouais? Je ne serais pas capable de progresser comme ça. Je vais vendre 100 000 bouteilles cette année en SAQ. Donc, j'ai vidé
mes vieilles réserves. Là, je suis à sec complètement. Je suis chanceux, j'ai des ambassadeurs. Moi, ce n'est pas la SAQ qui a vendu mes bouteilles. C'est des individus qui travaillent à la SAQ. Ici, à Saint-Jean, c'est une de mes meilleures succursales. À Iberville, c'est une de mes meilleures... Dans mes top 5, sont ici autour. OK. Et parce que les gens viennent vendanger chez nous. Le succès, c'est quoi? C'est un peu nono, là, mais c'est quoi? Il faut se mettre chum avec le gars de la SAQ de la place? C'est pas de se mettre chum, c'est d'y faire découvrir les produits pour qu'à son tour, il puisse c'est qu'il y ait confiance en la marque, dans ce qu'on fait, ce qu'on met dans la bouteille, pour que cette personne-là va cautionner la marque Domaine Saint-Jacques et dire « Essaye ça. » Avez-vous essayé ça? Essaye-le. Je te garantis que c'est bon. J'ai jamais vu un conseiller, une conseillère en vin, un employé de la SAQ recommander comme ça une bouteille de vin de n'importe quel pays, puis que la personne ne la prend pas. J'ai jamais vu ça. Et je couvre le réseau régulièrement partout au Québec. Aussitôt qu'on va chercher la confiance de ces employés-là, les ventes, c'est du simple à 100 fois ce que tu vas vendre. Donc, il y a des succursales, je vais vendre une bouteille par année, puis il y a des succursales, je vais vendre des centaines de bouteilles par année d'un même vin. C'est les personnes sur le plancher. Donc, moi, je ne vends pas à la SAQ, je vends des individus qui recommandent le Domaine Saint-Jacques. Mais dans le fond, ce qu'on sait, c'est que les vignobles du Québec, ça représente quoi? C'est moins de 1 des ventes de la SAQ. Oui, oui. Donc, il y a de l'espace, là, en masse. Cette année, on va vendre 800 000 bouteilles sur 235 millions, ça inclut les épiceries, par contre. Donc, en épicerie, c'est 40 millions de bouteilles. Donc, c'est pour ça que vous dites que, dans le fond, il y a de l'espace pour se développer. C'est illimité. On va toujours être les seuls vins locaux. La France, l'Italie, le Zimbabwe... Si on fait changer la mentalité chez les gens, bien, au lieu d'acheter le vin de la Nouvelle-Zélande, on va peut-être acheter le Domaine Saint-Jacques ou d'autres. Mais ça s'en vient. Les plus vieux, pas qu'on ne veut pas les envoyer chez nous, c'est qu'ils ne sont pas importants. Ça ne passera pas par eux. Ceux de ma génération, puis j'en ai des clients de ma génération, mais c'est l'exception. C'est le 1 de cette génération-là. Mais les milléniaux, c'est une majorité qui sont chauvins puis qui veulent découvrir, moi et mes collègues. Yvan Quirion, merci beaucoup, puis bonne chance pour ce merveilleux projet. Et on fait l'ouverture officielle en juin qu'on va faire. Donc, on va faire probablement un barbecue pour les citoyens de Saint-Jacques-le-Mineur, puis on va inviter les gens de la région à venir nous voir. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. C'est déjà le moment de penser à votre premier versement de taxes municipales à Saint-Jean-sur-Richelieu pour le 15 février. Et faites attention parce que les 3 autres versements, les dates ont légèrement changé. C'est un peu devancé par rapport à l'année passée. Entre-temps, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel, très facile, Éric Latour en un mot, à commercial-tvhr9.com. À demain. Bye-bye.